Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au débarquement de Sicile, qui fut facilement conquise par les Alliés en juillet-août 1943 avec l'aide de la mafia, qui leur rouvre la voie en échange de la domination de l'île sous la direction de son patron américain, Lucky Luciano. Partons ensemble sur l'aide apportée par la mafia. La Seconde Guerre mondiale a été remportée en Sicile par deux organisations, les États-Unis et la mafia américaine. L'armée alliée s'y est promenée, une vraie balade au parc, comparée à la résistance rencontrée plus tard en Normandie. Quelqu'un leur a donné les clés de l'île et en a reçu bien plus en retour. Ce qu'écrit l'humoriste politicien italien Beppe Grillo, dont le mouvement 5 étoiles recueille régulièrement 20% des votes transalpins, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. Non, la campagne de Sicile n'a pas été une partie de plaisir. Le mythe exploité dans une longue série d'enquêtes sensationnelles est cependant tenace en Italie, et pas seulement pour de mauvaises raisons anti-américaines. La légende, comme souvent, cache un fond de vérité. En effet, la mafia a apporté son soutien. L'action démarre en 1936, un scénario hitchcockien. Cette année-là, dans le but de mettre à jour leurs données sur l'oncle Sam, les Allemands organisent une traque d'informations sur l'US Navy. Les renseignements militaires, politiques et économiques ainsi gagnés sont d'autant plus précieux qu'en 1940, les États-Unis deviennent l'arsenal de l'Empire britannique en guerre. Malheureusement, le 28 juin 1941, le FBI arrête le maître espion Fritz Joubert Duquesne et ses 32 agents. L'ampleur du réseau et l'entrée en guerre des États-Unis le 7 décembre 1941 déclenchent à Washington une crise de paranoïa aggravée par une série d'événements inquiétants. Les ravages causés par les U-boats, 71 cargos sont coulés entre décembre 1941 et février 1942, laissent supposer l'existence d'une cinquième colonne. L'étrange incendie de l'ex-paquebot français Normandie sur les quais de New York le 9 février 1942 fait redouter un sabotage. Bloqué dans le port de New York depuis 1939, le paquebot français Normandie est en cours de reconversion en transport de troupes par les Américains sous le nom de USS Lafayette lorsqu'il est ravagé par un incendie en février 1942. L'hypothèse d'un sabotage est infirmée par l'enquête qui conclut à un accident dû à la négligence. L'épave est ferraillée en 1946. La Navy est chargée d'enquêter sur ces affaires, en particulier le commandeur Charles Hafden, responsable du contre-espionnage pour le 3e district naval, comprenant New York. Logiquement, les enquêteurs suspectent des criminels d'origine allemande et italienne d'avoir été des informateurs. Après tout, quoi de plus naturel que d'être travaillé pour sa patrie d'origine, surtout quand on peut en tirer profit? De quoi de plus facile pour un pêcheur que de rejoindre de nuit un sous-marin en mer pour faire passer des informations récoltées sur les quais par des dockers récemment immigrés. Hafden sait qu'il n'a pas les moyens de surveiller les docks. Il contacte alors ceux qui en sont les vrais maîtres, les chefs mafieux, Joe Stock, Lanza et Meyer Lansky. Quelle loyauté patriotique peut-on attendre d'hommes comme ceux-là ? Bien plus que l'on le pense en réalité. D'abord, les mafiosi italiens détestent Mussolini. La politique répressive menée en Sicile entre 1925 et 1929 a frappé durement le crime organisé, forçant une partie de leurs chefs à l'exil, notamment dans le New York des années 30. Lansky, lui, n'est pas italien, mais il est juif. Il est ennemi juré des nazis. Il a d'ailleurs cherché à s'engager, en vain, trop vieux, trop petit, après Pearl Harbor. Mais Lanza et Lansky n'ont, dit-il eux-mêmes, que peu de moyens. Un seul homme est capable, selon eux, de garantir la protection des quais, Salvatore Luciana, alias Charlie Luciano. Salvatore Luciana, dit Charlie Lucky Luciano, a 10 ans quand sa famille immigre de Sicile à Manhattan. Où adolescent, il monte ses premières affaires de banditisme. Associé à Meyer, Lansky et Luciano se taillent rapidement un empire dans tous les secteurs du crime. Raquettes, prostitution, trafic d'alcool et de drogue. Arrêté 25 fois, il ne tombe qu'en 1936 pour proxénétisme. Libéré en 1946 grâce aux services rendus pendant la guerre, Lucky Luciano devient en exil l'un des principaux parrains américains.
Celui que tout le monde appelle pourtant Lucky Luciano a manqué de chance. Condamné à 30 ans de prison pour proxénétisme en 1936, il croupit au quartier de haute sécurité de l'État de New York. Ce qui n'empêche pas cet homme de 44 ans de diriger depuis sa cellule le premier empire du crime américain. Mais Afton a une guerre à mener et il convainc le procureur de New York de transférer le gangster à la prison de Great Meadows, au régime beaucoup moins strict. Ceci permet de lancer, en mai 1942, une vaste opération de renseignement baptisée éloquemment Underworld, dans les archives mises sous scellé en 1954, et qui ne sont toujours pas accessibles aujourd'hui. En mai 1924, Mussolini veut faire de la Sicile un modèle de l'État régénéré par le fascisme, en luttant contre les quelques centaines de malfaiteurs qui dominent, réduisent à la misère et causent des dommages à une population aussi magnifique. Il nomme pour cela à Palerme un préfet au pouvoir élargi, Cesare Mori, qui n'est pas un politique mais un flic coriace et un défenseur de l'ordre acharné. En Sicile déjà, puis en Italie du Nord, il a même affronté les squadrés fascistes. Il mène une lutte sans merci contre la mafia à Palerme, où déploiement de troupes, délations, arrestations et emprisonnements arbitraires sont monnaie courante. Le tout débouche, à la fin des années 1920, à une série de procès massifs, où se côtoient des centaines d'inculpés, simples truands condamnés à de lourdes peines de prison, mais aussi notables, bannis de la vie publique ou expédiés en résidence forcée. Plus de 500 mafieux s'enfuient vers les États-Unis, où ils vont constituer la fine fleur de la criminalité américaine. Joe Masseria, Carlo Gambino, Franco Pola. Lorsque le préfet de Ferra est mis à la retraite en 1929, la mafia sicilienne n'est pas anéantie, mais sérieusement affaiblie. Lucky Luciano en tout cas joue le jeu à fond. Dans sa nouvelle villégiature, il convoque l'ensemble de ses affidés et coopère pleinement avec l'Office of Naval Investigation, dont les effectifs se sont étoffés avec une cinquantaine d'officiers et près de 80 agents civils et militaires. Les résultats ne tardent pas. Dès juin 1942, deux groupes de saboteurs allemands, l'un déposé au large de Long Island, l'autre près de Jacksonville, en Floride, sont arrêtés par le FBI. Sur les quais de New York, la sécurité se renforce au soulagement de la Navy et pour les plus grands profits des mafieux, qui au nom du commandeur brisent les grèves et maintiennent un maillage étroit de surveillance et d'intimidation. Cette alliance entre mafieux et marins est pour l'instant une affaire strictement américaine. Mais la grande stratégie va changer la donne. Réunis à Casablanca en janvier 1943, les Alliés ont en effet décidé de porter un coup fatal à l'Italie. Fort mal au point, Mussolini est en train de perdre 85 000 hommes dans la débâcle qui suit Stalingrad. Il en perdra 90 000 autres en mai lors de la capitulation de l'Afrique du Nord. Reste qu'un débarquement direct dans le pied de la botte est trop risqué. Les planificateurs qui planchent en fait depuis l'été 1942 préfèrent utiliser la Sicile comme tremplin. Pas question de tenter ce qui est alors la plus ambitieuse opération amphibie de tous les temps, sans détenir une image fidèle de l'ennemi. Or les Alliés manquent cruellement de renseignements fiables. Les Italiens n'utilisent pas le langage codé allemand Enigma que les Alliés ont percé, et les interceptions électromagnétiques demeurent pauvres. L'insertion d'équipes réduites par l'OSS se heurte à un tissu social sicilien impénétrable, impossible de passer inaperçu, là où tout le monde se connaît, et à l'efficacité du contre-espionnage fasciste. Il est inutile dans ces conditions pour les Américains comme les Britanniques d'espérer établir un lien entre les clans mafieux de l'île. Les services secrets en sont réduits à gagner des informations, à dépouiller le courrier adressé aux prisonniers de guerre italiens en Afrique du Nord. L'OSS, créée en juin 1942, regroupe les opérations d'espionnage des forces armées américaines. Dirigé par le major général William Donovan, le service est dissous en septembre 1945 et les activités de renseignement sont transférées à la Central Intelligence Agency, CIA, créée en 1947. Si la Sicile reste noyée dans un voile opaque, la Navy peut tout de même compter sur les renseignements indirects tirés des immigrés à New York. Dès le mois de décembre 1942, l'équipe d'Afton, devenue section F pour Forgun Intelligence et renforcée de nouveaux gangsters, récupère des témoignages, des photographies, des plages et des ports. Tout document essentiel pour composer une image précise des lieux du débarquement.
Lorsque le patron de la future force navale, l'amiral Hewitt, découvre que son service de renseignement n'a aucun officier parlant italien, il expédie 4 membres de la section F se former comme commandos en Algérie. Ils débarqueront avec la première vague d'assaut à Gela et à Licata pour récupérer des informations sur les mines et les démolitions portuaires. Jusque-là, les faits sont solides. La suite, en revanche, devient plus douteuse. Selon certains témoignages discutés, les agents de la section F auraient disposé, grâce à la mafia new-yorkaise, des coordonnées d'anciens malfaiteurs déportés vers leur île d'origine, susceptibles de servir de traducteurs aux troupes alliées. Selon d'autres sources, guère plus fiables, Lucky Luciano lui-même aurait proposé en échange de sa libération de débarquer en Sicile pour rallier les villages et les populations à la cause alliée. Certains témoins ont juré sous serment d'avoir vu Lucky Luciano dans les rues de Palerme en mai et juin 1943. C'est invraisemblable. D'une part, la Navy n'a pas les moyens légaux de faire libérer un gangster aussi considérable. D'autre part, Lucky Luciano, comme il le dira lui-même plus tard, n'a pas un seul contact sur place. Comme bien des mafieux, il a quitté l'île enfant, et depuis que les flux migratoires entre Sicile et États-Unis se sont taris dans les années 1930, les deux organisations criminelles n'entretiennent pas d'autres liens que ceux du sang. La remise des clés par un comité d'accueil mafieux tient en fait de la pure fiction. Les colonnes de blindés traversant l'île en arborant un foulard jaune, frappé de la lettre L comme Luciano pour rallier les mafiosi, ne sont qu'un mythe destiné à embellir l'image de truands épousant la cause alliée par antifascisme. Les messages soi-disant diffusés par la mafia auprès des soldats italiens pour les enjoindre à déposer les armes sans combattre semblent n'avoir jamais existé. Les Italiens ont flanché, et encore, pas partout, parce qu'un moral en berne est un équipement lamentable, ont miné leur résistance, comme auparavant en Afrique du Nord. Si elle n'a pas aidé, sinon indirectement grâce à la section F à conquérir la Sicile, la mafia tire bien profit de la fin des combats, et les Américains en sont responsables, préoccupés par l'idée de maintenir le calme afin d'assurer leur arrière. Ils écartent délibérément les élites locales soupçonnées de fascisme pour les remplacer par une administration hors sol, l'AMGO. Mais les cadres de l'organisation, trop peu nombreux et relativement ignorants du contexte, ont besoin de relais locaux. Ils les trouvent chez les notables classiques, que sont les prêtres ou les aristocrates, mais aussi chez les centaines d'hommes d'honneur persécutés par Mussolini. La mafia profite donc de l'appel d'air généré par l'AMGO pour s'infiltrer dans l'administration d'occupation. Le capot le plus puissant de l'île, Don Carlo Vizzini, joue de ses liens supposés avec Lucky Luciano et ses bonnes relations avec la hiérarchie catholique pour se faire nommer maire de la bourgade de Villalba, qu'il transforme bientôt en plaque tournante du marché noir. Vito Genovese, un parrain poursuivi pour meurtre qui avait quitté New York en 1937, reprend du service comme traducteur auprès des forces américaines et démantèle plusieurs réseaux de trafiquants qu'il capte ensuite à son attention. L'US Army, inquiète de la mauvaise publicité, le livre à la justice en 1944 qui l'acquitte faute de témoins. Tous sont morts ou disparus. La guerre finie et l'AMGO parti, personne n'est en mesure de contester le pouvoir de la Cosa Nostra. Si les militaires n'ont tiré qu'un profit limité de leur lien avec la pègre, si le retour du pouvoir mafieux en Sicile tient plus de la maladresse de l'AMGO qu'à quelque volonté politique, le pacte laisse en tout cas un gros bénéficiaire. En février 1946, Thomas Dewey, le gouverneur de New York qui a fait condamner Lucky Luciano en 1936, le libère en échange d'un retour dans son pays d'origine. Dewey admet publiquement, en grinçant des dents, que l'US Army a cherché l'aide du gangster et que celui-ci a rendu de nombreux services. Quand bien même la valeur des informations procurées n'est pas claire, assez claire cependant pour alimenter les légendes d'hier et l'anti-américanisme d'aujourd'hui. Comme on l'a vu, le débarquement en Sicile est la plus grande opération amphibie de tous les temps. Les Alliés bénéficient de l'effet de surprise et d'une supériorité aérienne et navale totale contre un adversaire faible et pratiquement sans défense. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien.
Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.